lors de l'anniversaire de ma nièce, ma mère m'a dit d'aller chercher le cadeau dans la voiture. Alors, je leur ai dit, s'il vous plaît, occupez-vous du bébé pendant que je suis parti. Quand je suis revenu, j'ai demandé, où est ma fille? Ma sœur, avec un petit sourire en coin, a répondu, ta morveuse gâchait la journée de ma fille, alors je lui ai donné des cachets et maintenant elle est toute calme. Je me suis précipité pour voir comment elle allait, et elle ne respirait pas. J'ai commencé à crier à l'aide, et ma mère m'a saisi le bras violemment en disant, arrête de crier, tu ne vois pas que tu gâches tout. J'ai hurlé, qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Papa a ajouté, elle va bien, elle dort juste. Ma sœur a attrapé une bouteille de vin et me l'a lancée à la tête, me faisant perdre connaissance sur le sol. Puis mon mari est arrivé, et quand il a vu sa fille devenir bleue et moi gisant dans une mare de sang, il a perdu la tête. Il a exigé, qui a fait ça? Mais avant que quiconque ne puisse répondre, il a donné à tout le monde la leçon de leur vie. Je n'aurais jamais imaginé que le pire jour de ma vie commencerait avec des serpentins roses et un gâteau de princesse. Ma nièce, Automne, allait avoir 7 ans, et ma sœur, Nathalie, planifiait cette fête depuis des mois. L'arrière-cour de la maison de banlieue de mes parents, à Philadelphie, avait été transformée en un pays des merveilles de barbe à papa, complet avec un château gonflable et un stand de maquillage. Cela aurait dû être magique. Au lieu de cela, c'est devenu le décor d'un cauchemar, un cauchemar qui me réveille encore en sursaut à 3 heures du matin, trempé de sueur, cherchant ma fille à tâtons pour m'assurer qu'elle respire encore. Ma fille, Rosie, venait d'avoir 2 ans. Elle était à cet âge où tout la fascinait, des papillons aux lacets de chaussures, en passant par le son de son propre rire résonnant contre les murs. Son père, Derrick, et moi n'étions mariés que depuis 3 ans, mais Rosie était le centre de notre univers. Nous avions eu du mal à concevoir, passant par 2 cycles de FIV qui avaient épuisé nos économies et mis notre mariage à l'épreuve. Et quand elle est finalement arrivée, hurlante et parfaite, nous avons tous les deux pleuré pendant des heures. Elle était notre miracle enveloppé dans une couverture rose, la réponse aux prières auxquelles nous avions presque cessé de croire. La tension entre ma famille et moi existait bien avant la naissance de Rosie. En grandissant, Nathalie était l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Elle avait les notes, le physique, le charme qui faisait rayonner nos parents de fierté. Pendant ce temps, j'étais la réflexion après coup, le bébé accidentel né 7 ans après que mes parents eurent soi-disant fini d'avoir des enfants. Ma mère, Catherine, ne me laissait jamais oublier que mon arrivée avait perturbé ses projets de retour à sa carrière d'agent immobilier. Elle le mentionnait nonchalamment lors des dîners de famille, pendant les vacances, chaque fois qu'elle voulait me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale. Mon père, Donald, me traitait avec une négligence polie, se souvenant parfois de mon existence quand les bulletins scolaires arrivaient ou quand il avait besoin de quelqu'un pour aller chercher sa bière pendant les matchs de football. Nathalie s'est mariée jeune avec un homme nommé Preston, qui travaillait dans la vente pharmaceutique. Ils ont eu 2 enfants, Autumn et son jeune frère Hudson, et se sont installés dans un manoir de banlieue à 15 minutes de chez mes parents. Les dîners du dimanche sont devenus une occurrence hebdomadaire à laquelle j'étais parfois invité, généralement comme une réflexion après coup, quand un couvert supplémentaire était déjà sur la table. Quand j'ai rencontré Derrick dans un café du centre-ville, ma famille a à peine reconnu son existence. Il était ambulancier, ce qui n'était apparemment pas assez prestigieux pour les standards de la famille Reynolds. Catherine m'a demandé une fois, à portée d'oreille de Derrick, pourquoi je n'avais pas pu trouver quelqu'un avec une vraie carrière. Derrick venait de passer 14 heures à sauver des vies, y compris en extrayant un adolescent d'une carcasse de voiture, mais pour ma mère, il n'était guère plus qu'un chauffeur d'ambulance glorifié. Derrick gérait leur mépris avec une grâce que je n'aurais pas pu rassembler. Il me serrait la main sous la table quand ma mère faisait des remarques sournoises sur mon poids ou mon travail d'assistante vétérinaire. Il changeait de sujet quand mon père demandait pourquoi nous n'avions pas encore acheté de maison, comme si économiser pour un acompte tout en remboursant des prêts étudiants était un échec personnel. En privé, il me tenait dans ses bras pendant que je pleurais à propos d'un autre dîner où l'on m'avait fait me sentir invisible, et il me rappelait que je méritais d'être aimé, même si ma famille ne pouvait pas le voir. Quand Rosie est née, j'ai bêtement cru que les choses pourraient changer. Un petit enfant, pensais-je, pourrait adoucir les angles de ma mère. Pendant un bref moment, cela a semblé possible. Catherine est venue à l'hôpital avec un ours en peluche et des larmes dans les yeux. Elle a tenu Rosie et a chuchoté qu'elle était belle, qu'elle avait le nez de ma grand-mère et les cheveux foncés de mon père. Cette chaleur a duré environ 6 semaines, jusqu'à ce que Nathalie annonce sa 3e grossesse lors d'un dîner de famille. Soudain,
l'attention de ma mère est revenue vers sa fille préférée, et Rosie est devenue juste un autre petit enfant, classé quelque part en dessous du chien de la famille en termes d'intérêt. Le favoritisme s'étendait aussi aux enfants. Autumn et Hudson recevaient des cadeaux somptueux pour leurs anniversaires et chaque fête. Rosie recevait des restes, si elle recevait quelque chose tout court. Le Noël dernier, Catherine a offert à Autumn une véritable poupée American Girl avec 3 tenues complètes et des accessoires. Rosie a reçu un paquet de body génériques, 2 tailles trop grands, avec une étiquette de solde encore visible sur l'emballage. Le matin de la fête d'automne, j'aurais dû écouter mon instinct. Derrick avait une garde à l'hôpital, mais il prévoyait de passer après 15 heures, quand les choses se calmeraient. Il m'a embrassé pour me dire au revoir ce matin-là avec une expression inquiète, me demandant si j'étais sûr de vouloir y aller seul. Ça ira, lui ai-je promis. C'est juste une fête d'anniversaire pour enfants. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ces mots allaient me hanter pendant des mois par la suite. J'ai habillé Rosie d'une robe d'été jaune avec de minuscules marguerites, brossé ses cheveux bruns fins en 2 petites couettes, et préparé son sac à langer avec des collations, des gobelets à bec et son lapin en peluche préféré nommé Buton. Elle était de bonne humeur, babillant à propos de lapin et de gâteaux pendant que je l'attachais dans son siège auto. Nathalie nous a accueillis à la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était déjà stressée, aboyant des ordres à Preston sur l'emplacement de la table des cadeaux et se plaignant que l'arche de ballon était légèrement tordue. Autumn a couru devant nous dans son costume de Cendrillon, hurlant d'excitation, tandis que Hudson boudait dans un coin parce qu'il n'était pas le centre de l'attention. « Tu es en retard », a dit Nathalie, bien que je fusse exactement à l'heure selon l'invitation. La circulation, ai-je menti, ne voulant pas commencer une dispute avant même que la fête n'ait commencé. Elle a regardé Rosie avec quelque chose qui aurait pu être du dédain. Fais en sorte qu'elle reste calme, s'il te plaît. C'est la journée d'automne, et je ne veux aucune distraction. La fête battait son plein à midi. Les enfants envahissaient l'arrière-cour tandis que les parents se regroupaient en petits cercles, sirotant de la limonade et faisant la conversation. Je gardais Rosie près de moi, sachant que les grands rassemblements la submergeaient. Elle s'accrochait à Buton et observait le chaos avec de grands yeux, pointant occasionnellement quelque chose qui attirait son attention. Vers 13h30, ma mère s'est approchée de moi avec cette expression particulière qu'elle portait quand elle voulait quelque chose. Son carré argenté était parfaitement coiffé, et son chemisier couleur crème coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture. Elle a posé sa main sur mon épaule dans un geste qui aurait pu paraître affectueux aux étrangers, mais qui ressemblait à une revendication de propriété. « Chérie, j'ai besoin que tu cours à la voiture. Le cadeau de Nathalie de la part de ton père et moi est encore dans le coffre. Nous l'avons commandé spécialement dans cette boutique de Riteno Square, et j'ai complètement oublié de l'apporter à l'intérieur. » J'ai baissé les yeux vers Rosie, qui commençait à s'agiter. L'heure de sa sieste était passée, et elle se frottait les yeux avec ses petits poings. Le petit gémissement qu'elle émettait me disait qu'elle était à quelques minutes d'une crise totale. Preston ne peut pas aller le chercher? Rosie a besoin de s'allonger bientôt. Les yeux de ma mère se sont durcis presque imperceptiblement. Preston est occupé avec le barbecue. Ça ne prendra qu'un instant. Laisse-la juste ici. Contre tout instinct hurlant dans mon cerveau, j'ai cédé. J'ai tendu Rosie à ma mère, qui l'a tenue à bout de bras comme si elle risquait d'attraper quelque chose de contagieux. S'il te plaît, occupe-toi d'elle pendant que je suis parti. Elle est fatiguée, alors essaie de la garder calme. Son gobelet est dans le sac à langer si elle s'agite. Nous avons élevé des enfants avant, a répondu Catherine avec un geste dédaigneux. Vas-y, la voiture était garée au bout de la rue car l'allée avait été réservée aux invités de Nathalie. J'ai marché vite, trouvé le cadeau emballé dans le coffre, une boîte lourde qui s'est avérée être une maison de poupées coûteuse, et je me suis dépêché de revenir. Toute la course a pris peut-être 10 minutes, 15 au maximum. Quand je suis retourné dans l'arrière-cour, j'ai scanné la foule à la recherche de la robe jaune de ma fille. Elle n'était nulle part. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que je me frayais un chemin à travers les groupes d'adultes en train de discuter. J'ai vérifié le château gonflable, regardant à l'intérieur pour voir si quelqu'un l'Y avait emmené. J'ai fait le tour de la zone de maquillage, demandant à l'adolescente qui s'en occupait si elle avait vu un tout petit en jaune. J'ai scanné la table des collations, le stand de boissons, la zone où les cadeaux s'empilaient dans du papier scintillant. Pas de Rosie, pas de robe d'été jaune, pas de petite couette brune rebondissant alors qu'elle trottinait. J'ai trouvé ma mère près de la table du gâteau, riant de quelque chose qu'un autre invité avait dit.
Nathalie se tenait à côté d'elle, un verre de vin blanc dans sa main manucurée. Leur aisance, leur manque total d'inquiétude, m'ont glacé le sang. Où est ma fille? Les mots sont sortis plus tranchants que je ne le voulais, teintés de panique. Nathalie s'est tournée vers moi avec un sourire en coin qui a envoyé de la glace dans mes veines. Ses lèvres se sont retroussées vers le haut dans une expression d'une telle cruauté désinvolte que j'ai presque peiné à reconnaître ma sœur. Ta morveuse gâchait la journée de ma fille, alors je lui ai donné des cachets, et maintenant elle est toute calme. Pendant un moment, le monde a cessé de tourner. Les bruits des enfants qui riaient et de la musique se sont estompés en un bourdonnement lointain. J'ai fixé ma sœur, attendant la chute, attendant qu'elle me dise qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas, qu'elle cachait? Ma voix s'est brisée. Qu'est-ce que tu lui as donné? Où est-elle? Nathalie a levé les yeux au ciel comme si je faisais un drame pour un ongle cassé plutôt que pour le bien-être de mon enfant. Relax. C'est juste du Benadryl. Je lui ai donné quelques cuillerées pour la calmer. Elle n'arrêtait pas de pleurer et Automne commençait à s'énerver. Elle dort dans la chambre d'amis. Mon Dieu, tu agis comme si je l'avais empoisonnée ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas attendu qu'elle finisse. J'ai couru dans la maison, montant les escaliers deux par deux, mes jambes brûlant alors que je sprintais dans le couloir vers la chambre d'amis. La porte était fermée. Quand je l'ai poussée, la vue qui m'a accueilli a brisé quelque chose de fondamental dans ma poitrine. Rosie était allongée sur le lit, immobile. Ses lèvres avaient une teinte bleuâtre que je reconnaissais des histoires de Derrick sur les appels pour surdose. Sa poitrine ne bougeait pas. Mon bébé, mon miracle, ma raison d'être tout entière, ne respirait pas. Le cri qui s'est déchiré de ma gorge était primal, inhumain. Je l'ai soulevé, vérifiant son pouls avec des doigts tremblants tout en hurlant pour que quelqu'un appelle le 911. Sa peau était moite et pâle, et quand j'ai incliné sa tête en arrière pour dégager ses voies respiratoires, elle est restée complètement molle. Des bruits de pas ont tonné dans l'escalier. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, le visage tordu par l'agacement plutôt que par l'inquiétude. Elle m'a saisi le bras assez fort pour laisser des bleus, ses ongles s'enfonçant dans ma chair comme des serres. Arrête de crier. Tu ne vois pas que tu gâches tout? Je ne pouvais pas assimiler ces paroles. Ma fille mourait dans mes bras, et ma mère s'inquiétait pour la fête. J'ai arraché mon bras, manquant de faire tomber Rosie dans le processus. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Les mots sont sortis comme un hurlement. Que quelqu'un appelle le 911 tout de suite. Mon père est apparu derrière ma mère, le visage rouge à cause des bières qu'il avait bu toute l'après-midi. Il a regardé Rosie avec une légère curiosité, comme si elle était un insecte intéressant plutôt qu'un enfant en détresse médicale. Elle va bien, elle dort juste. Ne sois pas si dramatique. Tu ramènes toujours tout à toi. Nathalie a poussé nos parents, sa suffisance précédente remplacée par quelque chose qui aurait pu être le début de la peur. Elle tenait toujours son verre de vin, le liquide clapotant alors qu'elle bougeait. Oh, arrête ça. Les enfants dorment profondément parfois. Elle avait probablement juste besoin de repos. Tu devrais me remercier. Elle ne respire pas. J'étais au-delà du raisonnement, au-delà des explications. J'ai placé Rosie sur le lit et j'ai commencé la RCR pour nourrisson, les compressions et les insufflations venant automatiquement de la formation que Derrick avait insisté pour que je suive il y a des années. Entre les cycles, je leur criais d'appeler à l'aide. Personne ne bougeait. Ils restaient tous là à me regarder essayer de réanimer ma fille comme si c'était une sorte de performance qu'ils trouvaient vaguement dégoûtante. Par la fenêtre ouverte, je pouvais entendre la fête continuer en bas. Les enfants riaient toujours, la musique jouait toujours, comme si mon monde ne s'effondrait pas dans cette pièce. Une des autres mères, une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant, est apparue dans l'encadrement de la porte. Son visage est devenu blanc quand elle a vu ce qui se passait. Oh mon Dieu, a-t-elle haleté. J'appelle le 911. Elle a disparu avant que ma famille ne puisse l'arrêter, et j'ai entendu ses pas marteler l'escalier, sa voix criant déjà pour que quelqu'un lui donne son téléphone. L'expression de Nathalie a changé. Qu'elle réalise enfin la gravité de la situation ou qu'elle soit simplement irritée par mon refus de me calmer, je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est qu'elle a tendu la main vers la bouteille de vin sur la commode, un chardonnay à moitié plein qui avait probablement été monté pour sa consommation personnelle. Tu t'embarrasses, a-t-elle dit, sa voix froide et mesurée. Et tu embarrasses cette famille. C'est exactement pour ça qu'on ne voulait jamais de toi à ces événements.
La bouteille a percuté le côté de ma tête avant même que je ne réalise qu'elle l'avait balancée. Il y a eu un craquement, un éclair de douleur chauffé à blanc, et puis le monde a basculé sur le côté. Je me suis senti tomber, j'ai senti le tapis se précipiter à ma rencontre, et puis tout est devenu noir. La bouteille s'est brisée contre mon crâne, et Nathalie a laissé le goulot cassé tomber de sa main. Elle est restée là à respirer lourdement, fixant ma forme recroquevillée pendant que le chaos éclatait autour d'elle. Quand Derrick est arrivé à 15h15, il s'attendait à trouver sa femme et sa fille à une fête d'anniversaire pour enfants. Ce qu'il a trouvé à la place, c'était le chaos. Plus tard, il m'a dit qu'il avait su que quelque chose n'allait pas dès le moment où il s'était garé devant la maison. Une ambulance était déjà là, ses lumières clignotant rouge et bleu contre le bardage blanc de la maison de mes parents. Une voiture de police était garée derrière, et une foule d'invités se pressait sur la pelouse avant, leur visage pâle et confus. Certaines mères pleuraient. Les enfants étaient conduits vers les voitures par des parents qui voulaient les éloigner de tout ce qui se passait à l'intérieur. Il a fendu la foule, ses instincts d'ambulancier prenant le dessus avant que sa terreur personnelle ne puisse le paralyser. Une de ses collègues chargeait un brancard dans l'ambulance, et quand Derrick a vu la petite forme sangler dessus, ses genoux ont failli lâcher. « C'est ma fille. » Il courait déjà avant d'avoir fini sa phrase, atteignant l'ambulance juste au moment où il s'apprêtait à fermer les portes. Rosie était intubée et avait une perfusion dans son petit bras, son visage obscurci par un masque à oxygène. La collègue de Derrick, une femme nommée Janelle, l'a reconnue immédiatement. Elle est stable mais dans un état critique. On l'emmène à l'hôpital pour enfants. Surdose apparente. Où est ta femme? Cette question m'a sauvé la vie. Derrick s'est retourné vers la maison, et c'est à ce moment-là que quelqu'un sur la pelouse a mentionné que j'étais toujours à l'intérieur, que j'avais été blessé, qu'il y avait du sang. Il m'a trouvé dans la chambre d'amis, inconsciente et entourée d'éclats de verre, une mare de sang cramoisi s'étalant sous ma tête. Ma mère essayait de me secouer pour me réveiller tout en insistant simultanément sur le fait que j'allais bien et que j'avais juste besoin d'arrêter de faire une telle scène. Elle fait semblant, disait Catherine quand Derrick a fait irruption par la porte. Elle a toujours été dramatique. Donnez-lui juste un peu d'eau et elle ira bien. Selon le rapport de police déposé plus tard, Derrick a physiquement écarté ma mère avec assez de force pour qu'elle trébuche en arrière contre mon père. Il a vérifié mon pouls, évalué la blessure sur ma tête, et a immédiatement commencé à me stabiliser pour le transport. Quand mon père a essayé d'intervenir, disant quelque chose à propos de garder les affaires de famille privées, la réponse de Derrick a été assez forte pour que plusieurs témoins la racontent plus tard mot pour mot. Votre fille a drogué mon enfant, et votre autre fille a fracassé le crâne de ma femme avec une bouteille. Si l'un de vous touche encore à l'une d'elles, je vous détruis. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Sa voix a porté à travers la maison, par les fenêtres ouvertes jusqu'aux invités encore rassemblés sur la pelouse. Le silence qui a suivi était absolu. Mon père, qui avait passé toute sa vie à intimider des gens plus petits que lui, a reculé de 3 pas. Nathalie se tenait figée dans le coin où elle s'était retirée après avoir lâché la bouteille cassée, son visage vidé de toute couleur. La bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait sans aucun son. Preston est apparu dans l'encadrement de la porte, le visage cendré. Il était rentré du jardin quand il avait entendu les sirènes, et il avait été témoin de l'agression de Nathalie sur moi depuis le couloir juste quelques instants avant l'arrivée des ambulanciers. Il n'avait pas pu assimiler ce qu'il avait vu assez vite pour intervenir. Mais maintenant, la réalité des actions de sa femme était écrite sur ses traits dans une horreur absolue. Qui a fait ça? A exigé Derrick, ses yeux balayant leur visage. Qui a donné ces cachets à ma fille? Qui a frappé ma femme? Preston a parlé, sa voix creuse. Nathalie. C'était Nathalie. Elle a donné quelque chose au bébé plus tôt parce qu'elle pleurait. Et ensuite, quand ta femme l'a trouvé et a commencé à crier, Nathalie l'a frappé avec la bouteille de vin. Je suis rentré de dehors quand j'ai entendu le vacarme et je l'ai vu frapper ta femme. Je n'ai pas pu arriver assez vite pour l'arrêter. Derrick s'est tourné pour faire face à sa belle-sœur. Plus tard, il me dirait qu'il n'avait jamais voulu faire autant de mal à quelqu'un qu'il voulait lui en faire à ce moment-là. La seule chose qu'il a arrêté était de savoir que Rosie et moi avions besoin de lui plus qu'il n'avait besoin de vengeance. Tu vas aller en prison, a-t-il dit, sa voix étrangement calme. Tu vas tout perdre. Ta maison, tes enfants, ta liberté. Et quand tu seras assise dans une cellule à te demander comment tout a mal tourné, je veux que tu te souviennes de ce moment. Je veux que tu te souviennes que tu t'es fait ça à toi-même.
Les ambulanciers arrivés pour moi étaient des collègues de Derrick d'une autre station. Ils avaient été dépêchés après que la première équipe eut reconnu qu'il y avait 2 victimes. Alors qu'il me chargeait sur un brancard, Derrick s'est tourné pour faire face à ma famille avec une expression qui a fait reculer mon père involontairement. « Je vais tous vous détruire, chacun d'entre vous, et je vais prendre plaisir à regarder ça arriver. » Les heures qui ont suivi existent dans ma mémoire sous forme de fragments, me réveiller à l'hôpital avec la tête bandée et Derrick tenant ma main, des larmes ruisselant sur son visage. Le soulagement quand les médecins nous ont dit que Rosie avait été réanimée et respirait par elle-même, bien qu'ils la gardent en observation. L'officier de police venu prendre ma déposition, son visage soigneusement neutre alors que je racontais ce qui s'était passé. L'assistant social assis avec nous pour expliquer nos options, offrant des ressources pour le soutien post-traumatique. Nathalie avait donné à ma fille de 2 ans 4 fois la dose adulte recommandée de diphénhydramine. Qu'elle l'ait fait intentionnellement ou par négligence, le résultat était le même. Rosie était entrée en détresse respiratoire et serait morte si je ne l'avais pas trouvée à ce moment-là. La blessure à la tête que j'avais subie a nécessité 12 points de suture et m'a laissé avec une commotion cérébrale qui a causé des maux de tête aveuglants pendant des semaines par la suite. Les 72 heures suivantes ont été un flou de chambre d'hôpital, d'interrogatoire de police et de prières désespérées. Rosie est restée dans l'unité de soins intensifs pédiatriques, branchée à des moniteurs qui émettaient des bips selon des rythmes que j'ai appris à interpréter. Un bip régulier signifiait que son cœur était fort. Une légère fluctuation envoyait les infirmières se précipiter à son chevet tandis que Derrick et moi nous agrippions l'un à l'autre dans le couloir. Le docteur Patricia Okonkwo, la toxicologue pédiatrique assignée au cas de Rosie, nous a fait asseoir le 2e jour pour nous expliquer exactement ce qui était arrivé au corps de notre fille. La diphénhydramine avait supprimé son système nerveux central jusqu'au point de l'insuffisance respiratoire. Son cerveau avait été privé d'oxygène pendant environ 3 à 4 minutes avant que je ne la trouve et ne commence la RCR. Ces minutes, a expliqué doucement le docteur Okonkwo, auraient pu entraîner des dommages cérébraux permanents ou la mort. Votre action rapide lui a sauvé la vie, m'a-t-elle dit, sa main posée sur mon avant-bras. La RCR que vous avez pratiquée a maintenu le flux de sang oxygéné vers son cerveau jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Sans cela, nous aurions une conversation très différente en ce moment. Je n'ai pas pu répondre. Derrick l'a remercié en mon nom pendant que je fixais le sol en linoléum et essayais de ne pas vomir. L'assistant social de l'hôpital, un homme à la voix douce nommé Gérald, nous a rendu visite plusieurs fois pendant le séjour de Rosie. Il a expliqué les procédures de signalement obligatoires, l'implication des services de protection de l'enfance et le processus juridique qui se déroulerait dans les semaines à venir. Tout ce qu'il disait glissait sur moi comme un bruit blanc. Je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la petite forme dans le lit d'hôpital, les tubes et les fils qui gardaient ma fille attachée à ce monde. Derrick s'occupait des questions pratiques pendant que je veillais au chevet de Rosie. Il répondait aux appels d'amis inquiets, informait ses parents de son état et parlait avec les détectives de police assignés à l'affaire. L'inspectrice Maria Vasquez, une femme pragmatique aux yeux perçants et aux manières étonnamment douces, a pris ma déposition le 3e jour, quand les médecins m'ont autorisé à avoir une conversation prolongée. Je lui ai tout dit. Les années de favoritisme, le traitement dédaigneux, les mots exacts de Nathalie quand j'ai demandé où était Rosie, la réaction de ma mère quand j'ai crié à l'aide. L'inspectrice Vasquez a tout enregistré sans interruption, son expression neutre, mais son stylo bougeant rapidement sur son carnet. Votre mari a mentionné que votre beau-frère a été témoin de l'agression, a-t-elle dit quand j'ai fini. Preston Holloway a accepté de fournir une déclaration officielle. Il coopère pleinement avec notre enquête. Cela m'a surprise. Preston avait toujours semblé être une extension de Nathalie, acquiesçant à ses opinions et restant silencieux pendant les conflits familiaux. Apprendre qu'il était prêt à témoigner contre sa propre femme a changé quelque chose dans ma perception de lui. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a continué l'inspectrice Vasquez. Nous avons exécuté un mandat de perquisition au domicile de votre sœur ce matin. Nous avons trouvé le flacon de médicaments qu'elle a utilisé. Basé sur la dose restante et sa déclaration sur la quantité administrée, nous avons confirmé que votre fille a reçu environ 100 mg de diphénhydramine. 100 mg. La dose recommandée pour un enfant de l'âge et du poids de Rosie était d'environ 6 mg. Près de 17 fois la quantité appropriée. Ma sœur avait donné à ma fille de 2 ans près de 17 fois la dose sur pour un tout petit. Derrick a dû me rattraper quand mes jambes ont lâché. Les accusations criminelles sont tombées en premier. Nathalie a été arrêtée le lendemain matin, toujours dans les vêtements qu'elle portait à la fête,
la tache de vin sur son chemisier étant devenue d'un brun rouille. Elle a été accusée de mise en danger imprudente d'un enfant et d'agression aggravée. Ma mère et mon père ont été accusés de complicité après le fait pour leur tentative de m'empêcher de chercher de l'aide médicale pour Rosie. Les photos d'identité judiciaire sont apparues dans les nouvelles locales, et je n'ai ressenti qu'une sombre satisfaction en les voyant. Derrick et moi avons engagé une avocate nommée Caroline J., une ancienne procureure qui avait bâti sa réputation sur des affaires impliquant des crimes contre des enfants. C'était une petite femme aux cheveux grisonnants et aux lunettes de lecture perpétuellement perchées sur son nez. Mais quand elle parlait au tribunal, sa voix portait le poids d'une conviction absolue. Le procès civil que nous avons intenté nommait Nathalie, ma mère et mon père comme défendeurs. Nous avons poursuivi pour frais médicaux, douleurs et souffrances, et dommages-intérêts punitifs. Caroline a soutenu que le schéma de comportement de ma famille, la négligence, le dédain, la priorisation des apparences sur la sécurité avait créé un environnement où un tel incident était presque inévitable. Le procès a duré 2 semaines. Des témoins ont raconté le traitement que mes parents m'avaient infligé au fil des ans, la façon dont ils nous avaient marginalisés, mon mari et moi, leur préférence évidente pour Nathalie et ses enfants. D'anciens amis de la famille se sont présentés pour décrire des incidents dont ils avaient été témoins, des cruautés occasionnelles qu'ils avaient écartées à l'époque mais qu'ils reconnaissaient maintenant comme faisant partie d'un schéma. Ma voisine d'enfance, une femme nommée Gloria Patterson qui m'avait vu grandir, a témoigné de la fois où elle avait vu ma mère me laisser debout sous la pluie devant notre maison pendant 20 minutes parce que j'avais oublié ma clé. Gloria avait proposé de me laisser attendre chez elle, mais Catherine avait refusé, disant que je devais apprendre la responsabilité. J'avais 9 ans. Un ancien collègue de mon père a décrit un pique-nique d'entreprise où Donald avait présenté les réussites de Nathalie à tout le monde tout en omettant entièrement de mentionner mon existence. Quand quelqu'un a demandé s'il avait d'autres enfants, il a ri et a dit quelque chose à propos de « retour sur investissement décevant ». Chaque témoignage pelait une autre couche de la dynamique familiale que j'avais normalisée pendant si longtemps. Entendre des étrangers décrire ce dont ils avaient été témoins, leur voix remplie d'incrédulité et de dégoût, m'a forcé à affronter la réalité que j'avais passé des décennies à minimiser. Ce n'était pas normal. Ce n'a jamais été normal. Derrick a pris la barre et a décrit comment il avait trouvé sa fille bleue et inerte, sa voix stable mais ses mains tremblantes. J'ai témoigné des années d'abus émotionnels, de la critique constante, de la façon dont ma mère m'avait saisi le bras et m'avait dit d'arrêter de faire une scène pendant que ma fille gisait mourante. La défense de Nathalie a tenté de peindre l'incident comme un accident, une tante bien intentionnée qui avait simplement mal calculé un dosage. Mais Caroline a démoli cet argument avec des témoignages médicaux, expliquant qu'aucune personne raisonnable ne pouvait administrer près de 17 fois la dose sur un tout petit par accident. Le Benadryl liquide pour enfants que Nathalie avait utilisé était livré avec un gobelet doseur clairement marqué et des instructions explicites basées sur l'âge et le poids. Ignorer tout cela pour verser quelques cuillerées dans la gorge d'une enfant de 2 ans n'était pas une erreur. C'était une imprudence si grave qu'elle frisait le mal intentionnel. L'accusation dans l'affaire criminelle avait déjà obtenu une condamnation au moment où notre procès civil s'est conclu, ce qui n'a certainement pas aidé la crédibilité de Nathalie. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Ils ont jugé les 3 défendeurs responsables et nous ont accordé 2,7 millions de dollars de dommages et intérêts. La maison de mes parents, celle où j'avais grandi en me sentant comme une étrangère, a dû être vendue pour couvrir leur part. Le manoir de Nathalie a été mis sur le marché 1 mois plus tard. Preston a obtenu la garde complète d'Autumn et de Hudson, citant la condamnation et l'incarcération de Nathalie comme preuve de son inaptitude en tant que parent. Mais l'argent n'était pas le but. Le but était la responsabilité. Le but était de leur montrer qu'il y avait des conséquences à traiter les gens comme moins que des humains. Après la lecture du verdict, je me suis tenu devant le palais de justice et j'ai laissé l'air printanier me submerger. Les journalistes criaient des questions que j'ignorais. Les photographes prenaient des photos qui apparaîtraient dans les journaux locaux le lendemain. Derrick se tenait à côté de moi, son bras enroulé de manière protectrice autour de mes épaules. Ma mère a tenté de s'approcher alors qu'elle sortait du bâtiment. Son visage était tiré, vieilli de 10 ans en l'espace de 2 semaines. Elle a tendu une main tremblante vers moi et a ouvert la bouche pour parler. « Ne fais pas ça », ai-je dit en reculant. « Il n'y a rien que tu puisses dire que j'ai envie d'entendre. »« S'il te plaît », a-t-elle chuchoté. « Je suis toujours ta mère. » Derrick s'est positionné entre nous avant que je ne puisse répondre. « Tu as cessé d'être sa mère au moment où tu lui as dit d'arrêter de crier pendant que sa fille mourait. Par maintenant. » Le visage de Catherine s'est effondré. Pendant un bref instant,
j'ai senti quelque chose qui aurait pu être de la pitié vaciller dans ma poitrine. Puis je me suis souvenu de ses ongles s'enfonçant dans mon bras, de sa voix me sifflant d'arrêter de faire une scène, et le sentiment s'est évanoui comme de la fumée. Mon père n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction alors qu'il passait en traînant les pieds, les épaules voûtées, le regard fixé sur les marches en béton. Il semblait diminuer d'une certaine manière, plus petit que dans mes souvenirs. L'homme qui avait occupé une si grande place dans mes peurs d'enfance n'était qu'un vieil homme fatigué qui avait choisi la mauvaise fille et avait tout perdu à cause de cela. Nathalie a été escortée menottée, sa sentence prévue pour le mois suivant. Elle m'a vu debout là, et son expression s'est tordue en quelque chose de laid et désespéré. « C'est de ta faute » a-t-elle crié, se débattant contre les officiers qui lui tenaient les bras. « Tu as toujours dû tout ramener à toi. Tu as ruiné notre famille. » Je les ai regardés la charger dans le véhicule de transport, ses cris étouffés par la fermeture de la porte. Pendant des années, je l'aurais peut-être cru. Pendant des années, j'avais accepté le blâme pour chaque conflit familial, m'étais excusé pour mon existence, m'étais faite plus petite et plus silencieuse dans l'espoir de gagner un amour qui ne m'était jamais accessible. Ces années étaient terminées. Rosie s'est complètement rétablie, bien qu'elle ait encore des contrôles occasionnels pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dommages durables dus à la privation d'oxygène. Elle ne se souvient pas de ce jour, ce qui est peut-être la seule miséricorde dans toute cette histoire. Elle a eu 3 ans, 6 mois après l'incident, et Derrick et moi avons organisé une fête pour elle dans notre jardin sur le thème des ours en peluche. Elle a ri, joué et s'est écrasée du gâteau sur le visage, merveilleusement inconsciente de la proximité avec laquelle nous avions failli la perdre. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis le procès. Ma mère a envoyé une lettre peu de temps après, tentant de s'excuser tout en me blâmant simultanément d'avoir déchiré la famille. La lettre faisait 3 pages et contenait exactement 0 reconnaissance de ce qu'elle avait fait de mal. Elle blâmait ma sensibilité, mon drame, mon incapacité à comprendre que Nathalie avait seulement essayé d'aider. Je l'ai brûlée sans lire au-delà du premier paragraphe. Mon père n'a fait aucune tentative de contact, ce qui correspond parfaitement à chaque souvenir que j'ai de lui. Nathalie a purgé 18 mois d'une peine de 3 ans. J'ai entendu par des connaissances qu'elle vit dans un petit appartement maintenant, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ses enfants lui rendent visite un week-end sur 2, supervisés par un moniteur nommé par le tribunal. Preston s'est remarié avec une infirmière rencontrée pendant la procédure de divorce, une femme gentille nommée Sandra, qui, au dire de tous, traite Autumn et Hudson avec une affection sincère. Je ne ressens aucune sympathie pour la situation de Nathalie. Elle a failli tuer ma fille et m'a ensuite agressé quand j'ai essayé de la sauver. Quelles que soient les difficultés auxquelles elle est confrontée maintenant, ce sont des conséquences de ses propres actions. La façon dont Derrick a géré la situation ce jour-là est devenue une sorte de légende à sa station. L'histoire de l'ambulancier qui est entré dans une fête de famille pour trouver sa fille en arrêt et sa femme saignant sur le sol, qui a réussi à trier les 2 situations tout en confrontant simultanément les auteurs, est racontée aux nouvelles recrues comme un exemple de maintien du sang-froid sous une pression impossible. Il n'aime pas en parler. Il se réveille encore parfois de cauchemars où il est arrivé 5 minutes plus tard, où Rosie n'a pas survécu, où il nous a perdus toutes les 2 dans cette chambre d'amis. Nous avons déménagé 3 mois après la conclusion du procès. La nouvelle maison est plus petite mais plus lumineuse, avec un jardin où Rosie chasse les papillons et une cuisine où Derrick et moi préparons le dîner ensemble la plupart des soirs. Nous avons mis l'argent du règlement dans un fonds pour l'éducation de Rosie et en avons utilisé une partie pour prendre des vacances en famille sur la côte, où nous avons construit des châteaux de sable, ramassé des coquillages et essayé de créer de nouveaux souvenirs pour écraser le traumatisme. Ma thérapeute dit que la guérison n'est pas linéaire, qu'il y aura des revers et des jours difficiles. Elle a raison. Certains matins, je me réveille et la colère est si fraîche qu'on dirait que l'incident s'est produit hier. D'autres fois, je passe des semaines sans y penser, pour être déclenché par quelque chose de banal, comme voir une bouteille de vin ou passer devant une maison décorée pour une fête d'anniversaire. Ce que j'ai appris, cependant, c'est que la famille n'est pas déterminée par le sang. La famille, ce sont les gens qui se présentent, qui vous protègent, qui ne mettraient jamais, au grand jamais, vous ou vos enfants en danger. Derrick est ma famille. Rosie est ma famille. Les amis qui nous ont apporté des repas pendant le procès, qui se sont assis avec nous dans la salle d'attente de l'hôpital et qui ont témoigné en notre nom, ils sont ma famille. Les gens qui m'ont élevé, qui étaient censés m'aimer inconditionnellement, qui auraient dû protéger ma fille au péril de leur vie, ils n'ont jamais vraiment été ma famille du tout. C'étaient juste des étrangers qui partageaient mon ADN.
Des gens tellement consumés par leurs propres priorités et apparences qu'ils ne pouvaient pas reconnaître un enfant mourant devant eux. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, pourquoi mes parents ne semblaient jamais m'aimer comme ils aimaient Nathalie. J'ai passé des décennies à essayer de gagner leur approbation, modifiant mon comportement, me faisant plus petite, acceptant des miettes d'affection et me convainquant que c'était des festins. J'ai arrêté de poser cette question. L'échec n'était pas le mien. Il n'a jamais été le mien. Rosie est en bas en ce moment, regardant des dessins animés avec Derek pendant que je tape ceci. Dans quelques minutes, je vais fermer mon ordinateur portable et les rejoindre, me blottir sur le canapé avec mon mari d'un côté et ma fille de l'autre. Nous commanderons probablement une pizza et prendrons de la glace en dessert parce que c'est samedi et que nous le pouvons. C'est la vie que nous avons construite sur les cendres de ce jour terrible. Ce n'est pas parfait. Les cicatrices sont toujours là, tant physiques qu'émotionnelles, mais c'est la nôtre, c'est sûr, et c'est plein d'amour. Il y a un épilogue à cette histoire auquel je ne m'attendais pas quand j'ai commencé à l'écrire. 6 mois après le procès, j'ai reçu un message via les réseaux sociaux d'Automne, ma nièce. Elle avait 8 ans à ce moment-là, assez âgée pour comprendre que quelque chose de terrible s'était passé, assez jeune pour que les adultes de sa vie aient essayé de la protéger des détails. Son message était simple. Je suis désolé pour ce que maman a fait à Rosie. J'espère qu'elle va bien. Tu me manques. J'ai fixé ce message pendant longtemps, des larmes ruisselant sur mon visage. Autumn n'avait rien fait de mal. Hudson n'avait rien fait de mal. Ils étaient des victimes collatérales de la cruauté de leur mère, des enfants qui avaient perdu leur structure familiale à cause de choix auxquels ils n'avaient pris aucune part. Après en avoir discuté avec Derek, j'ai contacté Preston. La conversation était gênante et douloureuse, nous deux naviguant dans les décombres de ce qui avait été autrefois une famille. Il s'est excusé abondamment et à plusieurs reprises de ne pas être intervenu plus tôt, de ne pas avoir vu de quoi Nathalie était capable. Sa culpabilité était palpable à travers le téléphone. Nous avons organisé des visites supervisées entre Rosie et ses cousins, en terrain neutre avec Preston présent. La première rencontre était tendue, les enfants se regardant avec méfiance tandis que les adultes essayaient de faire la conversation. À la 3e visite, ils jouaient ensemble comme si rien ne s'était jamais passé. Les enfants sont résilients de cette façon, capables de former des liens non souillés par les griefs des adultes. Autumn me pose parfois des questions sur sa mère. Je lui donne des réponses adaptées à son âge, expliquant que sa maman a fait un très mauvais choix et a dû en affronter les conséquences. Je ne l'empoisonne pas contre Nathalie autant qu'une partie de moi pourrait le vouloir. Elle apprendra toute la vérité un jour, quand elle sera assez grande pour l'assimiler. Pour l'instant, elle a juste besoin de savoir qu'elle est aimée et que rien de tout cela n'était de sa faute. Les parents de Derek, Margaret et Théodore, sont devenus les grands-parents que Rosie mérite. Ils vivent à 2 heures de là, dans la campagne de Pennsylvanie, une petite ferme où Rosie peut ramasser les œufs des poules et courir après leur vieux border collie à travers des champs verts infinis. Margaret a pleuré quand elle a rencontré Rosie pour la première fois, tenant sa petite fille avec une douceur qui a rendu ma propre enfance encore plus dure par comparaison. Théodore lui a construit des jouets en bois dans son atelier, chacun plus élaboré que le précédent. Ils connaissent l'histoire de ce qui s'est passé. Tout le monde dans nos vies le sait à ce stade. Margaret m'a dit une fois, la voix chargée d'émotion, qu'elle ne pouvait pas imaginer quel genre de mère ferait passer les apparences avant la vie de son petit enfant. Théodore a simplement secoué la tête et a dit que certaines personnes ne sont pas dignes de s'appeler famille. La cicatrice sur ma tête s'est estompée en une fine ligne blanche cachée principalement par mes cheveux. Parfois, je la trace avec mes doigts quand je pense à ce jour-là, un rappel physique de la rapidité avec laquelle tout peut changer. Les cauchemars sont devenus moins fréquents, bien qu'ils ne disparaissent jamais complètement. Derek et moi voyons tous deux des thérapeutes maintenant, individuellement et ensemble, travaillant sur le traumatisme qui nous alliait encore plus étroitement en tant que couple tout en menaçant de nous déchirer de manières inattendues. Il y a eu des mois sombres après l'incident. Des mois où je ne pouvais pas être dans la même pièce qu'un enfant qui pleure sans que mon rythme cardiaque ne s'emballe. Des mois où Derek rentrait du travail et me trouvait assise dans la chambre de Rosie, la regardant simplement respirer, incapable de me convaincre qu'elle était vraiment en sécurité. Nous avons traversé cela ensemble, nous soutenant mutuellement quand l'autre faiblissait. Et s'il y a une leçon que je veux transmettre, c'est celle-ci, vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec des gens qui vous font du mal, peu importe qui ils sont ou quel rôle ils sont censés jouer dans votre vie. Le sang ne donne droit à personne à votre présence, votre pardon ou votre paix. Protégez-vous, protégez vos enfants, et ne vous excusez jamais de le faire.
Ma fille est vivante parce que j'ai fait confiance à mon instinct au lieu des réassurances de ma mère. Ma fille est vivante parce que Derrick est arrivé quand il l'a fait et a refusé de laisser quiconque minimiser ce qui s'était passé. Ma fille est vivante parce que nous avons riposté, parce que nous avons tenu pour responsables les personnes qui ont failli nous la prendre. J'ai reçu une lettre de mon père le mois dernier, la première communication de sa part depuis le procès. On lui a diagnostiqué un cancer de la prostate, détecté assez tôt pour que le pronostic soit bon. La lettre était une tentative transparente de réconciliation, remplie de platitudes sur la famille et le pardon et sur le fait de ne pas vouloir mourir avec des affaires inachevées entre nous. J'ai lu la chose entière cette fois. Puis je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écrit ma réponse, longue de 4 mots. Tu as fait ton choix. Je l'ai envoyé sans hésitation. Derrick l'a lu par-dessus mon épaule et m'a serré la main. Nous n'en avons pas discuté davantage. Certaines personnes liront ceci et penseront que je suis cruel, que je devrais pardonner à mon père âgé et malade et faire la paix avant qu'il ne soit trop tard. À ces gens, je dis, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu votre mère prioriser une fête sur votre enfant mourant. Vous n'avez pas senti l'impact d'une bouteille de vin contre votre crâne lancée par votre propre sœur. Vous n'avez pas passé des mois en thérapie à essayer de vous convaincre que vous méritez d'exister. Le pardon n'est pas quelque chose que je dois à qui que ce soit, surtout pas aux gens qui ont failli me coûter tout ce qui compte. Rosie a commencé la maternelle l'automne dernier, juste après son 4e anniversaire. Elle a des amis maintenant, des petites filles avec des couettes et des dents manquantes qui viennent pour des après-midi de jeu et remplissent notre maison de rire. Elle apprend ses lettres, sait compter jusqu'à 20, et insiste pour choisir ses propres tenues tous les matins, ce qui donne des combinaisons qui feraient pleurer un créateur de mode. Elle ne sait pas à quel point elle a failli ne pas être là pour tout ça. Peut-être qu'un jour, quand elle sera beaucoup plus âgée, nous lui raconterons toute l'histoire. Pour l'instant, elle sait juste que maman a une cicatrice sur la tête à cause d'un accident, et que nous ne voyons plus grand-mère Catherine ou grand-père Donald. Derrick a été promu l'année dernière superviseur d'équipe. Il travaille un peu moins d'heures maintenant, ce qui signifie plus de temps à la maison avec nous. Nous avons commencé à parler d'avoir un autre enfant, bien que la conversation vienne toujours avec des mises en garde et des peurs. Et si quelque chose arrivait? Et si nous ne pouvions pas les protéger? Le traumatisme nous a rendus hypervigilants d'une manière qui n'est pas toujours saine. Mais nous y travaillons. Nous y travaillons toujours. Parfois, la seule façon de sauver votre famille est de s'éloigner de celle dans laquelle vous êtes né et d'en construire une nouvelle à partir de zéro. C'est ce que nous avons fait. Notre famille maintenant est petite mais féroce, bâtie sur l'amour, la confiance et la compréhension partagée que nous ferions n'importe quoi pour nous protéger les uns les autres. Je regarde Rosie parfois, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle court dans notre jardin, et je suis submergé par une gratitude si intense qu'elle ressemble à une noyade. Elle est là. Elle est vivante. Elle est heureuse. C'est tout. C'est le monde entier. Et je n'ai jamais regardé en arrière.